Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire une vidéo un peu différente d'habitude, c'est-à-dire un petit débat sur un sujet que nous n'avons pratiquement jamais abordé de façon très accessoire. Et c'est un sujet pourtant qui est très important, qui intéresse beaucoup de nos compatriotes, en particulier les moins de 40 ans, les jeunes, mais pas seulement. Et c'est un sujet qui touche en fait à la souveraineté, à l'indépendance nationale, à l'économie, à la finance, à la monnaie, c'est un sujet absolument monstrueux du point de vue de son importance et qui n'est pas assez bien traité par les partis politiques français. Je pense que c'est un euphémisme. Le sujet en question dont je veux parler, c'est le double sujet à la fois de ce qu'on appelle la blockchain et de ce qu'on appelle également les crypto-monnaies. Alors je sais qu'il y a parmi vous, régulièrement, on a des adhérents qui me disent « Président, il faudrait que vous parliez de la blockchain, il faudrait que vous parliez des crypto-monnaies. » Ben voilà, c'est ce que l'on fait. Alors, je ne vais pas surprendre si je dis que je ne suis pas un spécialiste, bien entendu. Moi, je suis d'une génération qui découvre ça avec le recul du temps. Mais je dois avouer qu'au début, j'étais comme beaucoup de personnes assez sceptiques. Et en définitive, c'est quelque chose qui est très important parce que ça touche vraiment à la souveraineté nationale, et à la souveraineté d'ailleurs de tout un chacun, et même aux libertés publiques, puisque on va peut-être commencer d'ailleurs par ça. Il y a actuellement des projets, le projet d'euro numérique, qui pose des problèmes considérables. Alors, pour ça, j'ai invité deux experts, deux jeunes experts, qui ne sont pas membres de l'UPR, qui ne sont pas d'ailleurs spécialement politisés, mais vous savez qu'à l'UPR, à l'UPR TV, j'ai eu le plaisir d'inviter des gens d'horizons variés. Mais j'ai eu l'occasion de faire leur connaissance et ce des gens tout à fait sympathiques et qui sont par ailleurs tout à fait experts. Alors, il y a d'abord, je commence par le plus jeune, Marvin Scaringella. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour l'invitation. Donc vous avez 26 ans, je crois. C'est bien ça, 26 ans. Et vous êtes alors plutôt spécialiste de la blockchain, on pourrait dire. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, surtout sur la partie éducation, comment expliquer... Formation, tout à fait. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Avec plaisir. Et puis par ailleurs, j'ai Florent Gabriel, qui lui a 33 ans. C'est ça. Voilà. Et qui lui est plutôt spécialiste des crypto-monnaies. Plutôt dans le minage de crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin, effectivement. Alors, le minage de crypto-monnaies, il va falloir à tout moment que j'essaye de jouer un petit peu monsieur loyal, parce que je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont archi au courant, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Donc, le minage des crypto-monnaies, il va nous expliquer de ce dont il s'agit. C'est tout simplement pour découvrir ces bitcoins qui sont en fait des suites numériques. C'est dans un algorithme, c'est ça. Vous allez nous trouver. Il faut avoir des machines qui tournent 24 heures sur 24 pour en trouver. Il va nous expliquer comment ça fonctionne et tout l'intérêt de cette procédure. Et puis alors, j'ai également à ma droite Marc Parigot. Bonjour. Voilà, Marc qui est chez nous, comme vous le savez, qui est régulièrement, vous entendez souvent sa voix. Il est dans la régie quand je fais les directs. Marc qui est par ailleurs notre délégué du Val d'Oise, donc tous les adhérents du Val d'Oise le connaissent, et puis qui par ailleurs fait un peu office de chef de cabinet puisqu'il s'occupe aussi auprès de moi de toute une série de travaux plus importants les uns que les autres, y compris d'ailleurs le cybermilitantisme. Et il se trouve que Marc est de formation ingénieur informaticien, on peut dire. À la base, oui, j'ai toujours baigné dans l'informatique, les systèmes informatiques, les data centers, les langages de programmation, toutes ces choses-là. Et vous avez même fait une blockchain. Oui, j'ai mis en place une blockchain. Vous nous expliquerez tout ça. Alors moi, je vais un peu m'effacer ça sera bienvenu d'ailleurs. Mais non, je vais poser des questions en me mettant à la place, qui est d'ailleurs aussi la mienne, de gens qui ne connaissent pas grand-chose, et pour essayer que nos interlocuteurs tiennent toujours le langage le plus compréhensible possible, pour bien faire comprendre à quel point c'est important. Nos invités, alors présentez-vous. Alors, je commence. Bon alors. Marvin. Alors je m'appelle Marvin, comme vous l'avez dit. J'ai monté une société dans le domaine de l'éducation qui s'appelle Venalabs. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens comment la blockchain fonctionne et de permettre justement d'acquérir, de stocker et d'échanger ces premières crypto-monnaies. Alors, déjà, avant de leur dire comment ça fonctionne, faut leur expliquer ce que c'est qu'une blockchain. Tout à fait, et c'est ça le principe. Alors, je pense et je vais même aller plus loin. Pour comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la monnaie. Comment elle est émise, comment fonctionne le système. Du coup, pour quelqu'un qui vient, on va dire, de zéro, il faut commencer par cette base financière, parce que c'est ça aujourd'hui la problématique. J'ai travaillé dans le secteur depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On se rend compte que beaucoup de personnes viennent
dans la crypto-monnaie pour l'aspect spéculatif. Tout le monde veut faire ce fameux x100, mais n'a pas réellement compris quel est le message et les valeurs transmises par celle-ci. Et l'idée, c'est justement de se dire, ok, avant de venir investir, commençons par la base, qui est l'apprentissage. Je pense que quand on investit, il faut investir en connaissance de cause, et c'est ça l'important. Faut pas acheter quelque chose parce que simplement le copain vous a dit que ça allait faire x100. Il faut d'abord se renseigner pour être un investisseur intelligent. Vous nous dites que ça fait une dizaine d'années que vous êtes sur le sujet, mais vous avez 26 ans. Vous avez commencé à 16 ans, donc. J'ai commencé à 16 ans par ce que le monsieur à ma droite exerce aujourd'hui, qui est le minage de crypto-monnaies. Moi, à la base, je me renseignais un petit peu parce que je fabriquais des PC, parce que j'adorais les jeux vidéo. Et naturellement, quand Vous avez commencé sur jeuxvideo.com? J'ai commencé en partie sur jeuxvideo.com, ouais. Tout à fait. En partie, à l'époque, c'était notamment le plus beau de on va dire. Mais à l'époque, je voulais gagner un petit peu d'argent de poche, je découvre Bitcoin. Moi, je fabriquais déjà des PC, je vendais un petit peu des PC au collège. C'était logique de concevoir une machine, parce qu'à l'époque, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On pouvait fabriquer des machines qui allaient générer des bitcoins. Et tout commence comme ça. Je vais voir ma mère un jour et je lui dis, écoute maman, je vais fabriquer une machine que je vais connecter à la maison. Elle va nous rapporter de l'argent. Et là, tout commence. Ma mère, elle me dit, si tu me prouves que ta machine, elle me rapporte de l'argent, je te paye l'électricité. Et toute l'aventure commence comme ça. Alors ça, vous avez évoqué le minage donc de crypto-monnaie, et je me tourne donc vers Florent puisque c'est votre métier. Donc vous êtes plutôt spécialisé maintenant blockchain, même si vous avez commencé par le minage. Et vous, donc, comment vous est venu ce goût pour le minage des crypto-monnaies d'abord? Alors c'est pas le goût, c'est un peu l'histoire de la vie qui m'a emmené là. De base, moi je suis électrotechnicien sur des barrages hydroélectriques. J'ai fait de l'électrotechnique toute ma vie quasiment, de mes 16 ans jusqu'à mes 28. Toute votre vie est encore. Elle est encore longue. On spécule. Tout est spéculatif. Et suite à un accident de la vie en 2018, j'ai eu un problème de santé et j'avais un avantage en nature à l'époque où effectivement je ne payais pas l'électricité ou très peu. Et j'ai cherché sur ce même forum des solutions. Le forum de jeuxvideo.com. Ouais, c'est là-dessus que j'ai trouvé la solution. On fait de la pub, là. Faut pas trop les chercher d'ailleurs. Et je m'étais rendu compte que en fait on pouvait produire du Bitcoin avec des ordinateurs qui sécurisaient les transactions sur la blockchain. On va y venir après, grâce à ces ordinateurs-là. Et donc, j'ai appris dans ma cave, j'ai mis un ordinateur, 2 ordinateurs, 3 ordinateurs, et je me suis rendu compte que c'était très vite, très rentable, mais que je ne pouvais pas grossir plus. Et ensuite, on tombe dans le terrier du lapin blanc et on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a les cryptos et il y a Bitcoin. Puis plus on analyse Bitcoin, plus on se rend compte que c'est beaucoup plus grand que soi, que c'est pas juste faire du rendement, mais que c'est une vraie vision de la vie. C'est quelque chose qui est apolitique, qui ne dépend d'aucun État et qui est beaucoup plus grand que moi. Et je me suis dit, waouh, il faut que je creuse ça. Et en plus, je me suis dit, comment je peux faire pour faire profiter à d'autres personnes de ce que j'ai découvert. Et c'est là où j'ai fondé, avec mon associé à l'époque, Blob.io, qui est mon entreprise. Et en fait, on cherche des surplus énergétiques sur la planète. Typiquement, aujourd'hui, on est sur un projet en Finlande. On va chauffer une ville de 10 000 habitants avec du minage de Bitcoin et qui va diviser par 2 le coût du chauffage de ces habitants et permettre à des investisseurs, en fait, de faire ce que nous, on avait découvert dans notre garage. Alors, vous êtes allé un peu vite pour, encore une fois, je me mets à la place des gens qui ne connaissent rien du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut de l'électricité? C'est quoi le minage exactement? Expliquez ça de façon la plus simple possible pour nos auditeurs. Ok. Donc, on va commencer par la blockchain et je vais prendre l'exemple de Bitcoin parce que pour moi, il y a Bitcoin et les autres. Donc, la blockchain, c'est quoi? Parce que c'est raconté par des gens très intelligents, mais pas forcément très intelligibles. Bon, moi, je suis pas le mec le plus intelligent, mais on va essayer de bien vulgariser. C'est un grand registre comptable. Ni plus ni moins. La blockchain. Hein. La blockchain est un grand registre comptable. Électronique. C'est ça. Voilà. Décentralisé, tout le monde possède une copie de ce grand registre. Lorsque vous souhaitez faire une transaction, votre transaction va s'inscrire sur la dernière des pages qui n'a pas encore eu le tampon comptable. En moyenne, une page, donc un bloc, se tourne toutes les 10 minutes. Pour que cette page Au niveau mondial. Au niveau mondial. Pour que cette page se tourne, il y a un code secret à trouver. C'est là où les machines de minage, donc ces ordinateurs, vont essayer de trouver le mot de passe. Elles vont toutes essayer de chercher le mot de passe. Et la machine qui trouve le mot de passe remporte une sorte de pépite d'or, une sorte de récompense composée de 2 choses. La première, c'est l'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur cette page, donc pendant à peu près 10 minutes, plus la création de nouveaux bitcoins. Et bitcoin, il y en aura que 21 millions, et pas un de plus. Et sur ces pages-là, la récompense fixe divise par 2 tous les 4 ans. Ça veut dire qu'au début du réseau Bitcoin en 2008, c'était 50 bitcoins par page de récompense.
Et tous les 4 ans, ça divise par 2. Aujourd'hui, on est à 3,125. Et dans 3 ans, on divisera encore par 2. Ce qui veut dire qu'on est déjà à 92% à peu près des bitcoins qui ont été créés, et on atteindra à la fin, sur cette courbe logarithmique, en 2140. Donc on est sur un actif déflationniste, et de la rareté, l'unicité numérique. Alors, 2 choses faut vraiment aller pas à pas. D'abord, donc, le minage, ça veut dire il faut trouver ce mot de passe, et ça nécessite des capacités informatiques. C'est ça. Qui vont tourner pour essayer de le trouver. Certains, parfois, on le trouve, mais en général, on ne le trouve pas. Mais donc, il y a nécessité qu'il y ait énormément d'ordinateurs qui cherchent au même moment. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est ça. Et donc, ça nécessite d'avoir de l'électricité. Donc, d'où essayer. C'est ce que vous avez fait en allant, par exemple, en Finlande, par exemple, quand vous parlez du chauffage, parce que les gens... Et ça produit de la chaleur. Ça produit de la chaleur, exactement. Voilà, c'est ça, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup, comme vous connaissez très bien le sujet, vous passez rapidement sur des sujets qui sont pas du tout évidents, les gens ne comprennent pas quel rapport qu'il peut y avoir. Pour trouver des mots de passe, il faut avoir beaucoup d'ordinateurs, il faut consommer beaucoup d'énergie, et consommer beaucoup d'énergie produit de la chaleur. C'est ça. Et donc vous êtes, c'est une espèce de coût marginal en fait dont vous bénéficiez avec, par exemple en Finlande, vous proposez à une ville finlandaise de leur fournir de la chaleur moins cher que ce qu'ils avaient prévu, et puis de votre côté vous bénéficiez d'une électricité moins chère en fait. C'est à peu près ça le système. Exactement, et c'est ce qu'on fait également. On mine également au Kazakhstan. On est en Islande sur de la géothermie des volcans, et on est aux États-Unis sur un barrage hydroélectrique. Mais je suis conscient que, et on va y arriver après également, que le meilleur kilowattheure est le kilowattheure que l'on ne consomme pas. Évidemment, si on ne voit pas l'utilité à Bitcoin, 1 watt de consommé est déjà 1 watt de trop. Mais en fait, Bitcoin a une vraie utilité derrière. Alors, maintenant, donc le minage, ça veut dire faire tourner des ordinateurs pour trouver des mots de passe. C'est ça. Bon. Maintenant, Bitcoin, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, parce que tout le monde a entendu parler de ça, mais il y a finalement énormément de néophytes qui savent pas très bien ce que c'est. Ils savent que c'est vaguement une monnaie un peu bizarroïde, mais c'est quoi alors exactement Bitcoin? Comment vous définiriez de la façon la plus simple possible? Pour moi, Bitcoin, déjà, pour le moment, c'est pas une monnaie. On pourrait peut-être le qualifier comme une monnaie en devenir. Je pense que ce qui fait d'une monnaie une monnaie, c'est le temps et la confiance que les utilisateurs lui donnent. Pour le moment, ça fait que 15 ans qu'on utilise Bitcoin. C'est difficile de dire qu'on va aller acheter sa baguette de pain en Bitcoin. Du moins, aujourd'hui. Il faut savoir que dans certains pays, c'est possible. Moi, j'étais au Salvador, j'achetais ma baguette de pain en Bitcoin. Du coup, c'est pour ça que je dis une monnaie en devenir. Voilà. C'est la première étape. Deuxième chose, Bitcoin se positionne aujourd'hui beaucoup plus comme une réserve de valeur. Au même titre que l'or, c'est beau, c'est rare, ça prend de la valeur. Bitcoin, c'est la même chose. On sait qu'il n'y aura, comme Flo nous l'a dit, que 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on en a miné un peu plus de 20 millions. Comment on le sait qu'il n'y aura que 21 millions? Ça a été écrit dans le code. C'est-à-dire que la personne, le groupe de personnes qui a conçu le code de Bitcoin, c'est un pseudonyme à la base, il s'appelle Satoshi Nakamoto, a inscrit dans le code qu'il n'y aurait jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et ça, personne ne peut modifier ça jamais. C'est impossible. C'est impossible. Il a créé l'unicité numérique, quelque chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que par définition, quelque chose qui est numérique est copiable. Je vous envoie une image, vous pouvez la copier, la dupliquer à l'infini. Le Bitcoin, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, à ce propos d'ailleurs, faisons une petite incidente. Vous avez parlé de Monsieur Nakamoto, mais c'est un pseudonyme. En fait, c'est qui est-ce qui est à l'origine du Bitcoin? C'est un mystère, non? C'est ça la beauté, je pense, de Bitcoin, et c'est ce qui fait aussi de Bitcoin. Ça a été à la base un bout de code qui a évolué sur les 15 dernières années et qui s'est amélioré. Parce que ce bout de code, il était ce qu'on appelle open source. Tout le monde pouvait venir le lire et l'auditer. Mais plein de développeurs, la communauté entre guillemets Bitcoin, s'est pris au jeu, s'est intéressé à ce qui était proposé, c'est-à-dire proposer à Internet une monnaie potentiellement libre du gouvernement, libre d'être utilisée comme vous le souhaitez. Et du coup, cette communauté a fait évoluer le code de Bitcoin avec les besoins que la communauté a eu sur les 15 dernières années, que ce soit des transactions peut-être plus rapides, que ce soit peut-être une facilité pour décentraliser le réseau, etc., etc. Les fonctionnalités sont... Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas eu un inventeur de Bitcoin. Non. On ne saura jamais. On ne saura pas. On ne saura jamais. Il y a quand même un savant fou quand même qui a pu avoir été... Alors il y a toute une équipe autour, il y a des pistes, il y a certains qui vont dire que c'est la NSA, d'autres qui vont dire que donc certains disent, oui je le dis quand même, et certains pensent que ça pourrait être un des services
la communauté du renseignement américain, la NSA notamment, la National Security Agency, qui aurait pu être à l'origine de cette création. Oui, et il y a d'autres qui... Mais c'est pas forcément sûr non plus. Non. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent que c'est possiblement un monsieur qui s'appelle Hal Finney, qui habitait à 2 rues d'une personne qui s'appelait, comme par hasard, Satoshi Nakamoto, qui était atteint d'une dégénérescence et qui savait qu'il allait mourir et qui était un cryptographe très célèbre et qui a eu la première transaction de Satoshi Nakamoto, qui avait des échanges de mails avec Satoshi Nakamoto. Il s'appelait comment, rappelez-le? Hal Finney. Hal Finney. D'accord. Il est mort maintenant. Il est mort et congelé. Il est congelé. Ouais. Ah bon? Il a remporté le secret non pas dans sa tombe mais dans sa glace. Dans son congélateur. Voilà. Dans son congélateur, d'accord. Bon, alors donc on a quelque chose qui est apparu. On ne sait pas vraiment qui est à l'origine, mais pour que encore une fois on avance de façon très très simple, le plus simple possible dans un sujet qui est quand même un peu compliqué. Vous parlez d'une monnaie, mais c'est quand même quelque chose de particulier parce que ça ne se touche pas. Eh ben, c'est là où c'est beau, c'est parce que aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de pourcents de la masse monétaire est en liquide? Oh, très peu, c'est à peu près 1%. Oui. Donc c'est tout aussi en liquide, c'est d'ailleurs sous forme de pièces et de monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Voilà. Oui, l'écrasante majorité, c'est de la virtuelle. Oui. Voilà. Oui, mais c'est quand même la partie émergée de l'iceberg. À 1 euro, vous avez un billet, ça existe. Le billet est basé sur quoi? Parce que depuis la fin des accords de Bretton Woods en 71, je crois. 15 août 71. On n'est plus baqué par rien. C'est-à-dire que si vous regardez un billet de dollar... Baqué, c'est-à-dire en réserve derrière. Avant. Faites attention parce que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont attentifs à la langue française. Vous avez raison. Je sais qu'il n'y a plus de collatéraux. Il y a plus de collatéraux, voilà. Exactement. C'est-à-dire avant, sur un billet de banque, si vous trouvez un vieux billet de $, il y a écrit que ce billet, vous pouvez l'échanger contre 1 gramme d'or selon la. Oui. Redeemable on call on demand. Exactement. C'est écrit en bas. Ça, je l'ai fait dans ma vidéo. C'était sur la conférence sur je crois, l'histoire de l'Europe, il me semble. Oui, je renvoie à ça. Et aujourd'hui, ce papier, c'est plus que de la confiance. Il n'y a plus rien derrière. Donc, il y a une banque centrale qui a pour rôle de, grosso modo, détruire notre épargne à peu près à 2% par an, pour détruire notre patrimoine sur 30 ans à 50%, en se disant, il faut qu'ils consomment les gens, et c'est une fuite en avant permanente parce que on est dans l'argent magique. On imprime autant que l'on veut. Autant. Et parfois, il y a des petites bosses d'inflation à 5% qui durent un peu longtemps. Et on n'est plus basé sur rien, en fait. Donc, la fin de l'étalon or, Bitcoin, ça prend tout son sens là. C'est-à-dire que 21 millions de Bitcoin, jamais un de plus. Donc c'est la rareté, mais non seulement c'est rare, mais surtout c'est incensurable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin se passe de tiers de confiance. Quand vous voulez faire un virement aujourd'hui bancaire, il y a un tiers de confiance au milieu qui s'appelle la banque, qui va dire non, tu donneras pas à l'UPR. Parce que l'UPR, on n'aime pas. Non, tu t'enverras pas à ton enfant 10 000 euros ou 15 000 euros ou tu ne retireras pas autant d'argent que tu le veux parce que ce n'est pas ton argent. On a une créance envers toi. On ne possède pas son argent. Donc, avec Bitcoin, on se passe de ce tiers de confiance. C'est incensurable. Il n'y a pas un pays qui peut être mis sous embargo et on le coupe du système SWIFT et d'un coup, il peut plus faire de transactions. Donc, Bitcoin, c'est pour ça que l'utilité pour un Européen ou un Occidental, elle est pas très visible, ce qui est normal, mais c'est pas parce que c'est pas visible et que c'est pas utile pour soi que c'est pas utile pour les autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Paris, ici par exemple dans le 11 ou dans le 2 ou n'importe où, oui, pour lui la voiture c'est pas très important. Mais de là à dire que les voitures ne servent à rien, pour tous les gens qui habitent en province, ça serait une hérésie. Pour Bitcoin c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Bitcoin, nous en France on est bancarisé. Mais la plupart de la population n'est pas bancarisée. Bitcoin est une solution pour eux. Aujourd'hui, on n'est pas dans un gouvernement totalitaire, je prends des gros guillemets, où on peut d'un coup effacer son compte bancaire et d'un coup on n'a plus accès au système, on peut plus rien faire, on est exclu du système. Bitcoin est une solution pour tous les peuples ou même les femmes afghanes ou des Snowden, des Assange qui ont été financés grâce à Bitcoin en fait. Alors, j'ai compris, mais il y a, excusez-moi, je reviens toujours. Voilà, et très très concrètement, il faut que les gens comprennent. Moi, je me mets à la place on a beaucoup d'adhérents, des gens on a des gens qui sont tout à fait experts, hein, donc ça va peut-être un peu les agacer que je sois comme ça, je pose des questions vraiment de bas de gamme, mais c'est vraiment important aussi pour le grand public qui ne connaît pas tout ça, c'est d'entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, il y a combien de Français qui possèdent des bitcoins? Il y a une étude qui a été faite par la DAN qui donne 12% de détenteurs de crypto-monnaies en France, soit 2 fois plus que les actions.
C'est considérable. C'est une étude fiable, ça? C'est une étude qui est très fiable. Ils ont même doublé l'échantillon parce qu'ils savaient qu'ils allaient être mis en cause et l'étude est très très fiable. Elle a été faite par le plus grand institut statistique. Mais c'est connu. Aujourd'hui, la France sur la scène européenne est quand même pionnière dans le domaine des crypto-monnaies. Les plus grosses sociétés qui ont voulu s'imposer en Europe sont d'abord atterries en France. Notamment, on parle de Binance au début, qui était venu, qui s'était imposé en France. Les Français sont connus quand même dans le domaine de la blockchain sur la scène internationale. Alors là, vous m'apprenez quelque chose, que 12%, j'imaginais pas du tout ça. Moi, j'avais plutôt à l'esprit quelque chose comme 2-3%, mais 12%, c'est considérable. Et par tranche d'âge, vous savez un peu? Je crois que chez les moins, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais les moins de 40 ans ou de moins de 30 ans, c'est plus de 25%. Bien sûr, plus on rentre dans les tranches d'âge hautes, plus le pourcentage diminue. Oui. Parce que si on arrive chez les quinquagénaires, on doit être peut-être à 1 ou 2. Je vais pas dire de bêtises, faut voir l'étude. Et chez les nonagénaires, alors là, n'en parlons pas. Ah bah moi, j'ai des clients qui ont plus de 80 ans. J'ai quelques clients, mais ça reste sporadique. Ça reste. Donc en revanche, chez les moins de 35 ans, c'est 25%. Donc ça commence à être un vrai phénomène. Alors, je prie ceux qui font partie de cela de m'excuser, mais pour ceux qui font partie justement quand même des 88% de Français qui n'ont pas de crypto-monnaie, puisqu'il y en a 12% qui en ont. Donc le Bitcoin, concrètement, c'est quoi? Et si vous achetez un Bitcoin, vous allez avoir quoi? Alors, vous allez avoir la preuve que vous détenez quelque chose sur la blockchain. Ce quelque chose, il a une valeur qui est variante. Pourquoi? Parce que on peut l'échanger sur un marché. Et forcément, qui dit marché public, dit qu'il y a des offreurs et des demandeurs qui vont à la fin se tendre sur un prix qui peut fluctuer. Du coup, cette valeur, elle est subjective. Un jour, oui, il peut valoir 100 €, comme un jour, il peut en valoir 100 000. Ce qu'on est d'accord de dire, c'est qu'aujourd'hui, si on revoit les 15 dernières années, il y a une vérité, c'est que le Bitcoin, sur 15 ans, il monte. Il monte. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Et généralement, quand on s'intéresse à Bitcoin et qu'on commence à creuser un petit peu, on se rend compte que oui, il y a une vraie évolution technologique, ce qui fait que les gens qui s'y intéressent, naturellement, commencent à en acheter. Il y a que 21 millions de bitcoins, c'est-à-dire que même si tout le monde décide d'acheter un bitcoin à la fin, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc vous êtes en train de nous expliquer que c'est une espèce d'or virtuel. Totalement. Une réserve de valeur virtuelle. Ah, il y a des grandes différences quand même par rapport à l'or. Je vais y venir. Ça, effectivement, ça pourrait être, ça ressemble à l'or quand on en parle, mais il y a quand même des différences fondamentales. C'est que l'or, déjà, il y a des milliers d'années de confiance que le Bitcoin n'a pas encore. Donc cette confiance-là, il faut l'acquérir. Mais aller payer une baguette de pain avec de l'or, avec le lingot et râper un peu de poudre d'or pour payer le pain, c'est pas possible. Avec Bitcoin, on peut aller jusqu'à 18 décimales. Après la virgule, on peut payer 1 € de baguette de pain si on a envie en Bitcoin sans problème. Le Bitcoin est transférable. Là où le Bitcoin, c'est je souhaite demain payer mon fournisseur en Chine 200 000 ou 400 000 € ou dollars du coup, parce qu'on n'a pas trop le choix. Déjà, ça va prendre plusieurs jours par le système traditionnel. Avec de l'or, ça serait catastrophe, en espérant que le colis ne se perde pas. Avec le Bitcoin, ça prend quelques secondes ou quelques minutes grand maximum pour 1 € ou 2 € de frais. Alors, concrètement, vous avez posé la question, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une application qui tourne sur son téléphone et qui implémente en fait un portefeuille qui contient les bitcoins. Enfin, d'un point de vue pratique. Alors, d'un point de vue pratique, l'application que vous avez sur votre téléphone, généralement on va appeler ça un portefeuille. Dans le jargon crypto, on dit un wallet. On aime bien parler un petit peu anglais, mais c'est pas bien. Il vous donne accès à ce que vous détenez sur la blockchain. Il faut bien comprendre que vos crypto-monnaies, vous les détenez pas dans ce portefeuille directement. Ce portefeuille, il vous permet d'accéder et de signer des transactions sur des bitcoins que vous détenez sur la blockchain. C'est ni plus ni moins. Mais du point de vue du commun des mortels, c'est un portefeuille dans lequel il y a l'équivalent d'une pièce de bitcoin. Je vais finir sur l'or parce que la comparaison elle est vraiment intéressante pour vraiment aller au bout du raisonnement. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'auditer l'or des États-Unis dans ce fameux fort. Bitcoin est complètement auditable. Il n'y a pas besoin de percer Bitcoin pour voir s'il y a du tungstène dedans ou pas. Donc Bitcoin. Oui, là vous faites référence à une rumeur insistante qui circule, comme quoi dans les bars
L'or, les Français connaissent la pièce de 20 francs or qu'on appelle le Napoléon, même si c'est pas toujours Napoléon III, mais c'est aussi, il y a souvent la Marianne ou le coq gaulois. C'est les pièces de 20 francs qui ont été faites au début du XXe siècle, par exemple. Donc ça, c'est dans les bas de laine des Français. On a beaucoup de pièces en or, notamment des pièces de 20 francs or. Il y a aussi le lingot d'or, mais un lingot d'or d'1 kilo, finalement, c'est assez petit. Et puis, les banques centrales, elles ont des barres de 12 kilos qui sont considérables. Et donc, il y a une rumeur, c'est ça que vous faites allusion, que dans un certain nombre de cas, il y aurait une partie des banques centrales aurait siphonné une partie, le centre de cette barre de 12 kilos pour mettre le tungstène, qui est un matériau, un métal qui vaut évidemment, dont le prix est très très inférieur à celui de l'or, mais qui a l'avantage d'avoir à peu près la même densité que l'or. Donc si vous voyez, vous faites une espèce de pâté en croûte, si vous voulez, vous gardez la croûte, c'est l'or, et à l'intérieur c'est du tungstène. Plaqué or. Voilà, c'est du plaqué or. Bon. Alors, est-ce que c'est vrai? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que, paraît-il, notamment, l'Allemagne a placé son or aux États-Unis. Et donc, il y a des inquiétudes, je crois savoir, du côté allemand, de savoir exactement ce qu'il y a dans l'or allemand. Mais maintenant, alors, c'est les informations actuelles, on prête l'attention à Donald Trump en personne d'aller avec le secrétaire au Trésor américain, peut-être Elon Musk pour être la cerise sur le gâteau, pour aller à Fort Knox, pour aller vérifier si l'or est bien là. C'est ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'or, c'est quelque chose de physique et donc peut en partie être volé. Bitcoin aussi. Bitcoin peut être volé également si on a accès à ce fameux mot de passe qui est une suite de 24 mots issus d'une base de 2048 mots ou 2042. Quelle est la probabilité que l'on trouve par hasard 24 mots, c'est de suite, il y a un ordre, hein, c'est ça? Ouais. Que l'on trouve 24 mots dans le bon ordre qui permettent d'empocher un bitcoin. Non, c'est un bitcoin, c'est les 24, c'est par bitcoin, hein. Non, c'est l'accès à un portefeuille. C'est comme si c'était votre coffre-fort. D'accord. Pour entrer dans votre coffre-fort, donc dans votre portefeuille, vous devez mettre ces 24 mots. La probabilité, elle est inimaginable tellement on serait à 10 puissance. Je crois que c'est gagné 10 ou 20 fois ou même 30 fois de suite au loto, la même probabilité que de trouver le code. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se rendre compte que même avec un ordinateur quantique, aujourd'hui, on n'arriverait pas à craquer un mot de passe Bitcoin. Alors, l'ordinateur quantique, potentiellement, il serait... SHA 256 pas encore. Ok. Donc, ça veut dire que c'est très difficile à voler, sauf si on a volé les mots de passe. Voilà, sauf si vous écrivez vos mots de passe sur un cahier, quoi. Oui, vous perdez le cahier, alors là, c'est votre faute. Et pour revenir même par rapport à l'or, c'est qu'aujourd'hui, l'or, on ne connaît pas la quantité d'or sur la planète. Bitcoin, on sait qu'il y en a 21 millions. L'or, si j'étais président des États-Unis et que demain je découvrais le plus grand gisement d'or du monde, 3 fois ou 4 fois la masse de tout l'or du monde, je le dirais pas, hein. Parce qu'instantanément on est dilué. Donc on ne connaît pas la quantité, donc ce qu'on appelle le max supply, la quantité d'or en tout sur la planète, et on ne connaît pas sa vitesse d'extraction. Bitcoin, on sait que toutes les 10 minutes, il y a 3,125 bitcoins de créés, et que dans 3 ans et des brouettes, on divisera par 2, et on divisera encore par 2, et qu'il y en aura 21 millions, et jamais un de plus, et que tous les gens qui ont perdu leur fameux mot de passe, ces bitcoins sont perdus à jamais. Alors, il y a eu notamment cette affaire qui a défrayé la chronique d'un Américain qui avait, je crois, 800 bitcoins comme ça qu'il avait acheté au tout début de l'expérience de Bitcoin. Aujourd'hui, ça vaut je sais plus combien, l'équivalent de peut-être c'est 200 millions de dollars. Enfin, c'est énorme. Et puis il a fait le ménage, ou alors c'est son épouse ou je ne sais pas qui a fait le ménage et qui a balancé c'est ce qu'on appelle la valorisation des déchets. Sacré recyclage. Balancer le disque dur dans une décharge, et donc il est en procès. Il a cherché pendant des mois et des mois, et puis il y a eu un juge. Des années. Et il y a un jugement qui, j'ai imaginé le type quand même, qui depuis des années creuse il sait plus du minage là, il creuse dans une décharge. C'est un vrai minage. Ah ouais. Il devrait écrire un roman, il retrouverait son argent peut-être avec ça, mais si j'ai bien compris, donc il y a eu un jugement qui a dit que maintenant ça appartient à la déchetterie. Donc il faut qu'il arrête de chercher parce que ça ne lui appartient plus. C'est ça le jugement qu'il a eu. Il me semble que la déchetterie va fermer, et du coup elle va être rasée, et du coup ils veulent construire des bâtiments par-dessus, et en ce moment il est en train de monter une entreprise pour pouvoir lever des fonds et racheter la déchetterie. Mais bon, ça n'arrivera je pense jamais. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que là je pense qu'on va perdre les gens, c'est comment fonctionnent ces fameux portefeuilles Bitcoin. On perd, on peut se faire pirater et tout. Oui et non. En fait, imaginez que donc la blockchain c'est comme une toile d'araignée, hein, donc ce grand registre comptable, mais que
que votre portefeuille, ce que l'on appelle le wallet, est une sorte de coffre-fort. Okay, dans votre coffre-fort, pour pouvoir bouger des bitcoins de votre coffre au mien, vous êtes obligé de remplir ce mot de passe avec 24 mots. Si on vous vole ce mot de passe, vous avez perdu vos bitcoins. Il y a des niveaux de sécurité au-dessus où on peut, à 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, débloquer ce coffre, tel une mallette nucléaire ou je ne sais quoi, enfin un truc, il faut être plusieurs. Donc il y a des niveaux de sécurité qui sont bien au-dessus. En fonction des fonds que l'on a, forcément on se protège de plus en plus. Typiquement, quand on donne des conférences sur la crypto, on est plutôt bien protégé, donc ça sert à rien de venir chez nous. Comme ça le message y passe. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que vu que la blockchain est totalement transparente, quand vous donnez à quelqu'un le pouvoir de vous payer, c'est-à-dire maintenant, si vous souhaitez me faire une transaction Bitcoin, je vais vous donner mon RIB, mon IBAN Bitcoin, c'est-à-dire que mon adresse publique. C'est que je vous donne accès à la porte de mon coffre-fort, où il y a un hublot, avec une petite boîte aux lettres, et vous pouvez m'envoyer le Bitcoin. Mais vous pouvez voir également combien moi j'ai de Bitcoin. Et également tout ce que j'ai fait avant, vu que c'est écrit sur la blockchain, et tout ce que je vais faire après. C'est totalement transparent. Et c'est pour ça que Bitcoin est une vraie solution pour faire des audits. Ça devrait être demain, si la Banque de France ou même la Réserve américaine a des Bitcoins, tout le monde pourra voir par ce hublot. Combien il y en a. De tungstène dans le Bitcoin. Ah, on peut pas. Il y en a qui ont essayé. Hein. Ah, non, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, même si on souhaiterait auditer toutes les réserves d'or des États-Unis, le processus, il est très complexe. Il y a des différentes façons de le faire, mais dans tous les cas, ça serait très coûteux. Aujourd'hui, vérifier la quantité de Bitcoin détenue par une adresse sur la blockchain, ce fameux IBAN sur la blockchain, il y a juste à cliquer, copier, coller sur la blockchain et on peut voir littéralement le nombre de Bitcoin qui est détenu par cette adresse. Du coup, en termes d'audit, on peut littéralement pas faire mieux. Après, pour nuancer un petit peu le côté des wallets, Bitcoin, ce qu'il offre surtout, c'est le choix. C'est le choix de dire, est-ce que je veux ou non disposer moi-même de mes bitcoins ou est-ce que je ne veux pas? Et dans ce cas-là, je peux passer par d'autres tiers de confiance. Aujourd'hui, il y a des entreprises privées spécialisées dans la conservation de ces bitcoins ou autres crypto-monnaies qui laissent le choix à leurs utilisateurs. Quand vous passez sur une plateforme et que vous allez acheter des crypto-monnaies, vous allez passer par une plateforme qu'on dit centralisée, qui est détenue et gérée par une entreprise privée. Sur cette plateforme, vous allez déposer de l'euro ou n'importe quelle monnaie fiduciaire. Et à partir de là, vous allez commencer à acquérir en achetant vos premières crypto-monnaies. À ce moment-là, vous avez 2 choix. Si vous ne souhaitez pas, parce qu'il faut bien comprendre que tout le monde n'a pas envie d'avoir des lingots d'or à la maison. C'est un peu la même réflexion. Si vous ne souhaitez pas détenir vos lingots d'or et vos bitcoins à la maison, vous avez simplement juste à laisser vos crypto-monnaies sur cette plateforme. Mais par contre, la philosophie offerte par Bitcoin, c'est de vous dire, si vous souhaitez demain repartir avec vos lingots d'or, vous n'avez pas besoin d'aller taper à je ne sais quelle porte, vous copiez-collez une adresse, vous cliquez sur un bouton et vous retirez votre argent. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en pleine possession de vos crypto-monnaies, Bitcoin ou quelle qu'elle soit. Donc je comprends que c'est une Bitcoin, donc c'est une monnaie qui est très sûre en ce sens que elle ne peut pas vraiment se déprécier puisque si j'ai bien compris en 2130 il y en aura plus de nouveaux. Il y aura eu les 21 millions donc pour toujours et à tout jamais. Deuxièmement, tout le monde peut voir à tout instant si vous possédez ou non des bitcoins, c'est combien vous en possédez. Troisièmement, personne ne peut les imiter, c'est quelque chose qui est inimitable. C'est ça. Quatrièmement, c'est inoxydable, ça ne se déprécie pas avec le temps. Voilà. Et personne ne s'intercale entre deux personnes qui... En fait, vous avez super bien résumé, c'est-à-dire que si on devait le résumer en 3 mots, c'est la rareté, l'incensurabilité, et là on va y arriver, en plus je sais que vous aimez bien ça, la souveraineté. Comment je veux m'expliquer. C'est-à-dire qu'on parle de possession et de propriété, qui sont 2 choses totalement différentes. Je vais faire une image, c'est imaginez que vous êtes devant votre caverne avec une massue, et vous possédez votre caverne. Mais si demain il y a 5 personnes qui viennent avec des massues, c'est plus vraiment votre caverne. Pareil, si vous partez avec quelqu'un d'autre après le logement, c'est plus votre logement. Si quelqu'un vous êtes squatté par exemple. Voilà. Par contre, si vous êtes propriétaire, il y a la force de l'État qui va venir dire non, cette caverne, elle appartenait à Monsieur Gabriel. Donc je récupère ma caverne. Mais ça veut dire de remettre entre les mains d'une entité centralisée le pouvoir de me jeter aussi. Aujourd'hui, ce qui est important avec Bitcoin, c'est pas d'avoir juste la possession, c'est d'avoir le choix entre les deux.
C'est-à-dire que mon père, par exemple, va préférer avoir la propriété de ses bitcoins sur une plateforme centralisée, là où quelqu'un comme moi va préférer avoir la possession. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique avec l'euro et la fin du cash, c'est quand vous avez de l'argent à la banque, c'est pas votre argent que vous avez à la banque. Vous avez une dette. Enfin, la banque a une dette envers vous. Donc, c'est plus vraiment votre argent. D'aller dire ça aux gens à Chypre ou au Liban ou je ne sais où, enfin, tout ce qui s'est déjà passé dans le monde. Donc, cet argent-là, on peut complètement vous le bloquer parce qu'il est plus vraiment à vous. Donc, d'avoir le choix d'avoir ces fonds, c'est une question de liberté fondamentale. Aujourd'hui, moi, je préfère posséder mon argent que d'avoir une créance douteuse quelque part. D'accord. Donc, quand vous parlez de souveraineté, c'est une souveraineté individuelle. Individuelle, complètement. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'euro numérique en quoi ça consiste et quels sont les dangers? Florent, c'est vous qui commencez. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien de parler de l'antithèse de Bitcoin plutôt que de parler de la thèse de Bitcoin, parce que c'est en comprenant l'antithèse qu'on va aller sur la thèse. Je trouve ça dramatique. Voilà, vraiment, même sans juste parler des monnaies de banque centrale traditionnelles, mais l'euro numérique, la grande crainte, c'est Big Brother 3.0. C'est-à-dire qu'on peut complètement traquer les gens de A à Z. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui va inquiéter malheureusement la plupart de la population. Là où le bas blesse, c'est que, et on voit le truc venir plutôt pas mal, c'est qu'on va pouvoir avoir de la monnaie programmable. C'est-à-dire qu'on va dire que cet euro-là, on ne peut le dépenser que ici, ou que dans cette zone, et ça va commencer par des petites choses, petit à petit. Typiquement, la prime de la rentrée scolaire, on va vous dire que avec 7 euros numériques de la prime de la rentrée scolaire, ils ne pourront plus acheter des télévisions, ils achèteront que des stylos. Et tout le monde va dire, très bien, ça c'est bien. Et petit à petit, ça va commencer comme ça, et un jour, on aura le droit de dire, tu as le droit de consommer là, et plus ici, et d'un simple clic, on arrive au crédit social version Chine. Donc c'est ça. Donc c'est un peu en fait transformer la monnaie. Le principe d'une monnaie, c'est qu'elle est libérale. La monnaie libérale telle qu'on la connaît, notamment la monnaie papier, permet de tout acheter partout. On a vu au cours d'ailleurs des années qui se sont écoulées petit à petit une réduction du pouvoir libératoire de la monnaie, puisque désormais en France, par exemple, on ne peut pas payer en liquide plus de 1 000 euros. Au-dessus, il faut forcément passer par un moyen de paiement. Mais ce que, Florent, vous nous expliquez, ce qu'est l'euro numérique, c'est que cette monnaie, ça fonctionnerait un peu comme un bon d'achat en définitive. C'est-à-dire que le bon d'achat, c'est pour acheter certaines choses et pas d'autres. Et puis c'est éventuellement avec une durée limitée. Avec une garantion. Et puis il pourrait y avoir, par exemple, si on fait un effort de guerre, comme on entend beaucoup parler ces temps-ci, 10% peuvent être piqués forfaitairement par ceux qui détiennent l'euro numérique. Et puis même, il y a pire encore, c'est ce que vous évoquez, le contrôle social à la chinoise. C'est-à-dire, mettons, par exemple, vous avez une amende parce que vous avez fait un dépassement de vitesse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous êtes un mauvais citoyen et paf, vous allez avoir des pénalités sur votre monnaie. Éventuellement, vous ne pourrez pas l'utiliser pour aller à l'étranger, pour se payer un billet d'avion parce qu'on dira, vous êtes puni, vous n'avez pas le droit de sortir du pays, etc. Enfin, tout est envisageable avec ça, y compris même, envisageable, je dirais. Y compris comment? Le pire est envisageable. Le pire est envisageable, même, par exemple, si on allait vers le vote par Internet généralisé, qui sait au bout du compte, on pourrait très bien savoir pour qui vous avez voté. Et puis évidemment, si vous n'avez pas voté pour le candidat du système, vous risquez éventuellement de pouvoir vous déplacer. Alors, exactement. Si vous votez pour Asselineau et l'UPR, il n'y a plus de vacances, par exemple. Vous imaginez un peu le problème. Déjà on passe par la télé. Bon, donc ça, c'est le risque de la monnaie numérique qui concerne l'euro, mais qui pourrait concerner le franc, n'importe quelle monnaie, le dollar numérique. C'est complètement monnaie numérique de banque centrale. Ouais, ça MNBC. Ouais. MNBC, exactement. Pardon. Mais le principe, c'est d'émettre une monnaie de par une banque centrale. Aujourd'hui, en fait, ce qui est très critiqué dans la cryptosphère, les gens qui interviennent dans le secteur des crypto-monnaies, c'est le fait de simplement créer quelque chose qui existe déjà, et de rajouter le terme blockchain à l'intérieur pour dire on va faire exactement la même chose qu'on fait jusqu'à maintenant, mais en pire, parce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir tout tracer. Il y a quand même ce côté qui est la censure. On pourrait imaginer que la censure soit faite par des partis politiques et qu'en effet de nombreuses choses soient interdites pour les personnes qui détiennent ce fameux euro numérique. Alors ça serait d'autant pire, d'autant plus grave si ça s'accompagnait par ailleurs de la fin pure et simple
de la monnaie papier. C'est-à-dire que tous les moyens de paiement seraient obligés de passer par cet euro numérique. Vous auriez des cartes bancaires ou des chéquiers, si ça continue d'exister, mais qui seraient en euro numérique. Alors, de ce point de vue-là, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même, moi j'ai noté sur la scène politique dans le monde, autour de nous, il y a quand même 3 pays qui ont annoncé des mesures quand même qu'il faut suivre très, très précisément. Il y a l'Autriche, puis ça c'était déjà il y a 1 an et demi, puis la Hongrie de Viktor Orban il y a quelques jours, et puis hier même, là on enregistre, nous sommes le 6 mars 2025, la Hongrie donc il y a 2-3 jours, et hier la Suisse. Tous ces 3 pays ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures de réforme constitutionnelle pour constitutionnaliser la nécessité de garder une monnaie papier. C'est-à-dire que l'argent liquide doit rester en fonctionnement, et c'est ce qu'ils veulent mettre dans leur constitution pour justement permettre aux citoyens de ne pas être fliqués en toute hypothèse. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet qu'il y a en Suisse, en Hongrie, de conserver aux citoyens? On va venir à la monnaie, à la blockchain et aux crypto-monnaies, mais là, pour l'instant, on parle des libertés publiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que le droit d'avoir une vie privée et de dépenser son argent comme on l'entend et de ne pas savoir qu'on a acheté une baguette de pain à 1 euro dans ce commerce ou de ce que j'ai envie de faire ou de boire un verre de whisky le soir dans un bar ou quelque chose, l'État n'a pas besoin de le savoir. Et il y a une phrase qui est très dramatique, c'est oui, mais moi j'ai rien à cacher. Tout le monde a quelque chose à cacher. C'est pour ça qu'il y a des mots de passe, c'est pour ça qu'il y a des serrures, c'est pour ça tout le monde a quelque chose à cacher et la vie privée, c'est un droit fondamental. Et aujourd'hui, je me rappelle des guignols des infos à l'époque, on vous offre la peur. Ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune. C'est vraiment ça, ça veut dire qu'à base de peur, on sacrifie de plus en plus notre vie privée, de plus en plus. Et il y avait une phrase très célèbre, c'était je ne saurais plus, peut-être que tu l'as, Marvin, c'est si tu veux la sécurité ou la vie privée, tu ne mérites ni l'un ni l'autre. Je l'ai sur le bout de la langue. T'es sorti récemment sur Twitter, je vois de quoi tu... Non, c'est très vieux. Ouais, je vais retrouver la personne, ça a été repris. Mais vous ne méritez ni l'un ni l'autre. Je ne sais plus quel politicien avait dit ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que la vie privée, c'est un droit fondamental. Et aujourd'hui, on en fait comme un acte criminel de vouloir avoir une vie privée. Tu as quelque chose à cacher? Pourquoi? Ce n'est pas normal, c'est dans le droit en fait. Donc déjà, premier point de ce débat, on est tous d'accord sur le fait que l'euro numérique c'est une catastrophe, on est contre l'euro numérique. L'euro numérique existe déjà, c'est ça que je veux dire. C'est la monnaie numérique de banque centrale qui n'existe pas et qui est en pourparlers, c'est-à-dire une monnaie qui serait émise par le gouvernement. Aujourd'hui, il y a des sociétés privées ou même des organisations décentralisées qui émettent de la monnaie fiduciaire sur la blockchain, qu'elle soit backée au 1 pour 1, c'est-à-dire au 1 pour 1 dans le buyback, quand je dis backé, c'est-à-dire que l'entreprise qui émet 1 euro sur la blockchain doit détenir au moins 1 euro sur un compte en banque. Du coup, ça existe déjà. Il y a un autre problème que je vois, qui est plus un problème pour les banques commerciales, de type la BNP ou toutes les autres, c'est que si demain il y a un euro numérique de banque centrale, je vais préférer avoir mon euro de banque centrale plutôt que mon euro de la BNP. Et ça, c'est un autre problème. Ça veut dire que les banques commerciales, je suis pas sûr qu'elles soient 100% pour ce fameux euro numérique de banque centrale. Alors, on est quand même d'accord sur le point que nous sommes contre un euro numérique de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Complètement. Donc effectivement, on commence à voir apparaître les avantages par rapport à l'or, les inconvénients aussi. Si j'ai commencé à résumer, il y a effectivement donc tout ce que je disais tout à l'heure que vous avez repris, et aussi ce que disait Marc, c'est-à-dire cette capacité d'une transaction immédiate à l'autre bout du monde. C'est vrai que moi j'ai pu constater que quand je demande à ma banque par exemple de faire un virement bancaire, parfois, ça me demande plus de 2 jours pour. Ils veulent vérifier si j'envoie, à qui j'envoie, etc. Quand vous voulez retirer de l'argent, même. Pourquoi faire c'est tout ça. Pourquoi faire parce que j'ai envie de faire des travaux. Mais t'as des devis. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait chose. Et là, il y a de ce point de vue-là, on le mesure chaque jour un peu plus, en tout cas chaque année un peu plus, un caractère de plus en plus intrusif
du monde bancaire qui veut essayer de savoir de plus en plus ce que vous allez faire. Puis attendez, vous voulez de l'argent, mais on va vous en... Alors que c'est notre argent dont il s'agit. Moi, je me rappelle une fois, j'avais un livret de caisse d'épargne, j'avais besoin de retirer quand même une certaine somme d'argent. Ils m'ont dit non. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. En fait, vous êtes présumé coupable, alors que dans les déclarations de droits de l'homme et du citoyen, normalement, chaque personne est censée être présumée innocent de base. Donc aujourd'hui, on est tous présumés coupables. Pourquoi t'as quelque chose à cacher? Pourquoi tu veux prendre de l'argent? Est-ce que t'as des devis d'entreprise? Non, je vais aller au Leroy Merlin pour faire une cabane dans le jardin. On ne nous laisse pas. Donc, alors, il y a quand même un inconvénient. J'essaye de vous trouver des inconvénients. Enfin, il y en a plein. Il y a quand même un inconvénient, je pense, c'est que, fondamentalement, j'ai jamais trouvé quelqu'un capable de me dire très exactement ce que c'était qu'un bitcoin concrètement. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est une suite de chiffres irrationnels, c'est un algorithme, je sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, c'est quelque chose de conceptuel. On l'a pas dans la main. Ok. Bon, l'or, l'avantage de l'or, c'est que c'est beau, c'est rare, c'est lourd, s'il y a une densité de richesse qui est sur quelques grammes, et c'est considéré comme un symbole de richesse depuis 5000 ans, depuis 10 000 ans, dans toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les latitudes, toutes les longitudes, ça capte, c'est le symbole même de la richesse. Et puis ça fait des œuvres d'art. Voilà. Vous avez le masque d'or de Toutankhamon. Ça doit être en moins 1850 avant Jésus-Christ. C'est un masque en or et en lapis lazuli. Il n'y a pas de masque de Toutankhamon en Bitcoin, si vous voulez. On est d'accord. Bon. Donc c'est quoi le Bitcoin? Pour les gens qui sont sensibles à ce caractère palpable, tangible, tactile, si vous voulez, ou visuel, de ce que c'est qu'une monnaie de réserve, ils sont obligés de croire dans une série de chiffres, c'est ça? Dont ils ont la possession. Alors, le Bitcoin n'a jamais... Bêtise. Oui. Le Bitcoin n'a jamais eu pour but de concurrencer l'or. Le Bitcoin a été une réponse en 2008 à la crise bancaire qu'il y a eu. D'ailleurs, dans le premier bloc, donc la première page de Bitcoin, il y a un article du Times, puisqu'on peut écrire des choses dans les blogs de Bitcoin, qui disait la chancelière fait un deuxième plan de sauvetage des banques. C'était un pied de nez, pour pas être vulgaire, envers le système bancaire et la monnaie fiduciaire. C'est vraiment ça que ça vient concurrencer. Le Bitcoin n'a pas pour vocation d'être la réserve de valeur mieux que l'or ou de remplacer l'or. L'or, bien sûr, a toujours une valeur. Il y a une utilité en plus à ce métaux. Il est inoxydable, inaltérable. Donc, il y a beaucoup d'avantages à l'or. Le Bitcoin ne vient pas concurrencer l'or. L'or, c'est quoi, en fait? C'est la représentation d'un travail qui a été effectué. C'est-à-dire qu'en échange d'un travail, j'ai eu de l'or qui disait ça, c'est cette valeur à mon travail. Aujourd'hui, une monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui est imprimée de nulle part, qui n'a plus vraiment de valeur. Et Bitcoin, en fait, même si c'est numérique et que c'est dur à concevoir, c'est de l'énergie électrique, et on va y venir après, qui a été transformée en une monnaie unique, numérique. C'est une preuve de travail. Et là, le consensus Bitcoin s'appelle le POW, Proof of Work, preuve de travail. Ah, ça c'est intéressant. Alors, déjà, je pense qu'il faut nuancer deux, trois choses. Quand on dit au début, il faut y croire et il faut faire confiance dans le système, j'ai envie de vous dire, la philosophie de base de Bitcoin, c'est de se dire, justement, je ne fais confiance à personne, mais je fais confiance à Bitcoin. Il y a une phrase dans la crypto-monnaie en anglais qui dit, we Bitcoin, we don't trust, we verify. C'est-à-dire que on n'a pas confiance dans Bitcoin, c'est juste que chaque transaction est vérifiée une à une. C'est-à-dire que si je veux vous faire une transaction, déjà, premièrement, je peux télécharger la blockchain. Et je peux, chez moi, à la maison, effectuer cette vérification. Si je veux vous envoyer des bitcoins, qu'est-ce que la blockchain, elle va faire? La blockchain, elle va regarder mon portefeuille, elle va lui poser une question. Est-ce que Marvin détient des bitcoins? Est-ce que Marvin peut envoyer des bitcoins? Et surtout, combien il peut en envoyer? C'est ça. C'est vraiment la vérification. Du coup, on n'a pas confiance en quelque chose, c'est vraiment la vérification d'une transaction. De la même façon, la monnaie, elle évolue. Prenez la monnaie il y a 1000 ans, vous prenez la monnaie aujourd'hui, la monnaie elle a largement évolué de 1001 façons. Quelle a été la réaction de la première personne à qui on a distribué une carte bleue et qu'on a dit un jour tu vas aller acheter ta baguette avec une petite carte en plastique qui détient des numéros et le commerçant en face de vous,
il pourra recevoir cet argent avec une petite machine électrique parce que elle sera reliée à votre banque et du coup, le transfert sera fait automatiquement. L'argent, il évolue. Et il va continuer d'évoluer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques, par exemple, avec les faux billets. C'est une discussion, même pour ça. Même aujourd'hui, les billets de banque, ils évoluent. On les change de temps en temps, on les fait évoluer parce que la technologie, elle s'améliore. Bitcoin, il ne peut pas être copié. Je peux pas décider un jour d'arriver chez le boulanger et lui envoyer des faux bitcoins. Parce que je pourrais pas mentir à la blockchain. Alors ça, c'est important. Ça veut dire quand même que par rapport à l'or qui est inaltérable, etc., mais l'or peut être effectivement quand même altéré si on met du tungstène dedans. Et puis surtout, vous avez l'argument qui est un argument solide aussi, qu'on peut pas l'utiliser. Il y a un problème de granulométrie, si on peut dire. On peut pas sécable. Voilà, l'or, on peut avoir des petites pièces de 10 francs or, mais c'est, alors qu'effectivement, si j'ai bien compris, c'est jusqu'à la 18e décimale que l'on peut. Ce qu'on appelle des satoshi, des centimes du bitcoin. Des satoshi. Et il faut 100 millions de satoshi pour concevoir un bitcoin. Alors, ce que je comprends aussi, c'est que c'est, l'avantage par rapport à l'or, parce que j'essaie d'être objectif, c'est que c'est quand même quelque chose d'extrêmement sûr et dont on sait quelle sera la totalité au total. C'est ça. Hein, il y a un moment à partir duquel il n'y en aura plus. Voilà. Donc, est-ce que j'ai raison de penser que forcément, statistiquement, sur long terme, ça ne fera qu'augmenter? Alors là, il faudrait qu'on consulte notre boule de cristal. Moi, si je devais faire un pari aujourd'hui d'investissement, et ceci n'est pas un conseil financier, mais je vais me mouiller, s'il y a bien un actif où je suis sûr à 100% de perdre de l'argent sur la durée, c'est l'euro. Si je mets 1000 euros aujourd'hui, je suis 100% certain d'avoir perdu du pouvoir d'achat dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Parce que c'est voulu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques centrales, leur job, c'est de faire une inflation contrôlée à 2% avec des petites bosses occasionnelles qui durent des années et des années à 5%. Donc, quand on reçoit de l'argent aujourd'hui, quelqu'un qui va recevoir son salaire, il a 3 solutions. Soit il va l'épargner et il va être puni à 2% par an, pas assez pour se révolter, mais assez pour bien perdre sur la durée et pousser à consommer. Soit il va l'investir avec un risque de perte en capital, mais au final, investir, c'est quoi? C'est permettre à quelqu'un d'autre de consommer. Ou de consommer. Et comme tout est poussé à la consommation, ce système ne s'arrêtera pas. Le problème est la monnaie fiduciaire depuis l'arrêt de Bretton Woods. En fait, si vous pensez que la BCE ou même toutes les banques centrales vont faire correctement leur job dans les prochaines années, n'achetez pas de Bitcoin. Mais si vous pensez qu'elles vont faire un peu tout et n'importe quoi, baisser les taux quand il ne faut pas ou pour rebooster l'économie quand il le faut, le Bitcoin est une solution. Alors c'est sûr qu'on a une monnaie qui est relativement stable, quoique c'est discutable si on regarde par rapport à d'autres, mais par rapport à d'autres pays qui ont des inflations à plus de 10% par an, où leur monnaie, la lire turque et tout, se fait dégommer, clairement, leur monnaie ne vaut plus rien, ou le Venezuela à l'époque, allez dire à ces gens-là que Bitcoin était spéculatif et n'était pas une réserve de valeur. Parce qu'au final, vivre, c'est spéculer. C'est-à-dire que venir aujourd'hui, hier j'ai spéculé que je serais en vie aujourd'hui et que je viendrais à ce plateau. C'est-à-dire, tout est spéculation. Spéculation, c'est vivre. J'ai envie de compléter en disant qu'on a vécu quand même plusieurs phases dans le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Ça fait 10 ans quand même que je suis dedans. Je suis passé par la phase où on me dit c'est une arnaque, à la phase où on me dit c'est pas régulé, à la phase où on me dit ah mais c'est régulé mais c'est pas régulé partout, à la phase où oui mais c'est que le Salvador qui a décidé de l'accepter comme monnaie légale. Aujourd'hui, faut bien se rendre compte que ne serait-ce que en Europe, on a une régulation qui s'appelle MiCA, qui permet de réguler le secteur. Parce qu'il y a des entreprises qui travaillent dans ce secteur et il va y en avoir de plus en plus dans les prochaines années, que ce soit, voilà, on parle de l'Europe, mais on parle pas que. Les États-Unis se positionnent très clairement. On l'a vu dans la campagne politique qu'il y a eu un retournement de veste de l'administration Biden incroyable. Ça devient une discussion politique. Pourquoi? Parce que les gens s'y intéressent, parce qu'on commence à comprendre qu'il y a un intérêt peut-être à utiliser Bitcoin, et je pense que cet intérêt va grandir année après année. Alors est-ce que c'est un bon investissement? C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que c'est une bonne chose de garder de l'euro? Est-ce que c'est une bonne chose de garder de la monnaie fiduciaire? C'est ça la discussion. Là, comment stocker sa valeur? Voilà, vous parlez pour un particulier par exemple, mais qui a aussi d'autres arbitrages. Il peut aussi décider d'acheter son logement principal, d'acheter des œuvres d'art, d'acheter une belle voiture, etc. Donc ça fait partie des arbitrages. Si je vous disais que, par exemple, dans mon programme,
J'inscris la nécessité que la Banque de France consacre de ses réserves d'or, consacre 10% à du Bitcoin. Comment vous réagirez? Je pense que ça serait quelque chose de formidable si ça n'est que du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il faut pas faire l'erreur que l'administration Trump est en train de faire, de dire qu'on va mettre d'autres crypto-monnaies qui n'ont absolument rien à voir avec Bitcoin, qui sont des entreprises privées. Parce que ça voudrait dire que derrière, c'est comme si dans la réserve française, on mettait de l'action Air Liquide. Ça n'aurait pas de sens. Ça devrait même pas être légal, je crois. Enfin, je sais pas. Donc, si c'était que du Bitcoin, effectivement, je pense que c'est une très 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 bonne idée. Alors, la différence entre Bitcoin et les autres monnaies, les crypto-monnaies, parce qu'il y en a d'autres, il y a Ethereum qui est la deuxième, je crois. Enfin, je sais pas si on dit Ethereum, Ethereum, bon. Mais il y en a d'autres, il y a ZRT ou, non, XRP, pardon, oui. C'est quoi la différence? Est-ce que vous pouvez expliquer pour le public, en gros? C'est très simple, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une monnaie. Que ça soit XRP ou Ethereum, c'est un autre usage. C'est un usage industriel avec des contrats intelligents, donc qui sont faits dans un autre but. Bitcoin, de base, c'est écrit, je vais le dire en anglais, après je vais le dire en français, a peer-to-peer cash system. C'est un échange de valeurs. C'est une monnaie de base. C'est bien plus qu'une monnaie, on le voit avec tout. De base, ça a été conçu comme une monnaie d'échange. Tout à fait. Là où Ethereum, les autres, pas du tout. Une monnaie d'échange et de réserve, en fait. Oui. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'un peu le rôle qui avait été dévolu par les accords de Bretton Woods en 45, au dollar, en fait, c'est une monnaie d'échange et de réserve qui était le dollar, mais c'est une monnaie d'échange et de réserve qui ne dépend plus d'un État, en fait. C'est ça? Exactement. C'est ça. Qui ne dépend, donc c'est assez attirant, en fait. C'est presque une monnaie de la paix. Je dirais même plus, c'est une monnaie de la paix, parce que monnaie pacifique. Une monnaie pacifique et qui est apolitique et qui s'en fout des États complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va aller aux extrêmes, la Corée du Nord a envie de payer la Russie, ou la Russie a envie de payer l'Iran, ou les États-Unis ont envie de payer la France, ou que sais-je, c'est possible. Bitcoin devient ce que l'on en fait. C'est apolitique. Oui, on peut acheter. Au début, ça a commencé avec la drogue sur Internet Bitcoin, tout comme Internet au début était un milieu de cypherpunk, de cyber libertarien, et aujourd'hui a complètement changé. Bitcoin sera ce que l'on en fait. Donc aujourd'hui, Bitcoin a vraiment cette utilité-là. En fait, si on regarde par rapport, on en revient toujours à ces monnaies, ces monnaies à la banque centrale, ils n'ont pas intérêt à ce que Bitcoin émerge. Ils ont essayé il y a eu un lobby bancaire contre Bitcoin, en tout cas en France, énorme. Le jour où j'ai voulu créer mon entreprise, j'ai eu 13 refus bancaires. La plupart des sociétés aujourd'hui qui souhaitent se créer en France souffrent d'une très forte régulation qui tue l'innovation dans l'œuf. Donc il y a énormément de startups et enfin de petites sociétés françaises qui sont en train d'exploser, qui partent à l'étranger. Et pour obtenir ces agréments auprès de l'AMF ou de la CPR, il faut être assuré. Aucune assurance n'accepte les entreprises qui travaillent dans ce secteur, comme si on était sale. Pour recentrer un peu la question par rapport à toutes ces crypto-monnaies, quelle est la différence? Déjà, Bitcoin, il offre la possibilité à tout un chacun de détenir ce que tout le monde a toujours rêvé, c'est-à-dire la machine à billets à la maison. Vous pouvez brancher votre machine chez vous et fabriquer des Bitcoins. Tout le monde peut le faire. Ça, je conseille pas. On peut le faire. Oui, non. Globalement, c'est aussi ça. Deuxièmement, on voit en effet apparaître d'autres crypto-monnaies sur le marché. On voit Ethereum, XRP, mais de nombreux autres aussi, qui fonctionnent et qui offrent une valeur ajoutée différente. Bitcoin, du coup, c'est cette fameuse réserve de monnaie, ou monnaie en devenir. Et ces autres crypto-monnaies développent ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts, qui permettent à des développeurs de concevoir des sites décentralisés. On peut imaginer une multitude de sites. Il faut voir Ethereum aujourd'hui comme un grand réseau Internet dans lequel des développeurs viennent pour concevoir des sites. Problématique, Ethereum a été victime de son succès. Ce qui fait que c'est comme aujourd'hui quand vous achetez votre voiture, quand vous voulez utiliser votre voiture, il faut mettre de l'essence à l'intérieur. C'est pareil. Pour interagir avec une blockchain, il faut dépenser une fraction de la monnaie de cette blockchain. Pour envoyer des bitcoins, la transaction que vous allez payer, les fees, les fees vont être en bitcoin. Pareil sur,
Les frais, excusez-moi, les frais en effet pour envoyer vos bitcoins seront du coup en bitcoin. De la même façon, quand vous voulez interagir avec Ethereum, les frais que vous allez payer, vous devrez les payer en Ethereum. Et c'est ça qui rend du coup ces crypto-monnaies, de blockchain utiles. Par contre, comme je le dis, la problématique d'Ethereum, c'est que ça a explosé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à des frais de transaction qui au début étaient de quelques centimes, à se retrouver à devoir payer 300, 400, 500 euros pour interagir avec la blockchain Ethereum. Du coup, vous vous doutez bien, demain, si vous voulez aller acheter votre baguette de pain qui coûte 2 euros et que le frais de transaction, il a 400 euros, ça marchera pas. D'accord. On a vu d'autres blockchains émerger avec chacune des plus-values. Certaines se spécialisant par exemple dans la logistique, la traçabilité, d'autres se spécialisant dans la vitesse d'exécution pour des jeux vidéo, pour d'autres pour la tokenisation, pour se dire que demain on pourrait tokeniser des biens immobiliers. Tokeniser, expliquez ce que Jetoniser. Jetoniser, oui, c'est pas très clair non plus. Non, même en France. On prend un actif réel, on change de registre. Exactement. On le prend et on l'importe dans la blockchain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez un actif réel qui est par exemple une action de la société Apple qui coûte, on va dire, 3000 euros. Si on veut faire un portefeuille diversifié, on sait qu'il faut détenir une multitude d'actions dans son portefeuille. Problématique. Une action, par exemple, Apple, ça peut coûter très cher et pas tous les porteurs peuvent se permettre d'avoir un portefeuille assez gros pour diversifier assez son portefeuille. Là, on pourrait imaginer prendre une action Apple, la tokeniser et du coup, pouvoir la fractionner. Et ça veut dire pouvoir ne pas avoir acheté une action dans sa totalité, mais pouvoir en acheter simplement une fraction, et du coup, diversifier son portefeuille. Là, on parle d'une action, on peut parler d'un bien immobilier. D'un bien immobilier, vous pouvez acheter un bâtiment. Au lieu d'acheter un bâtiment en une seule transaction cash, on pourrait imaginer pouvoir... Ça existe déjà. Totalement, ça existe déjà. C'est un peu comme la titrisation des dettes, votre histoire, un petit peu. Ouais, c'est différent. C'est différent. On change juste de registre au final. Ça pourrait être même un registre comme la base Serval des notaires, qui permet de... En fait, ça pourrait même remplacer les notaires. Et ça va remplacer, désolé pour eux, les notaires. Ah, ça, c'était une chose que j'avais à l'esprit, c'est que votre histoire de blockchain, qui finalement est un registre inaltérable, accessible à tout le monde, partout, à tout moment, sur l'ensemble de la planète, par blockchain, hein. Il y a un nombre de blockchains. Il y en a combien dans le monde des blockchains? Des milliers et des millions. Vous pouvez créer la vôtre en quelques clics. Il y en a beaucoup qui sont des arnaques. Ah bon, on va y revenir. Et donc sur une blockchain sérieuse, mais on peut se dire qu'à terme, il y a des professions entières ou des fonctions entières. Je pense par exemple en France, la conservation des hypothèques, où il y a la liste de tous les propriétaires d'un immeuble, c'est tenu par l'État. Les métiers comme les avocats, etc., qui risquent effectivement d'avoir des difficultés dans les décennies qui viennent, parce que leur métier risque potentiellement d'être totalement informatisé, électronisé, et puis... Possiblement, tout comme l'intelligence artificielle va remplacer énormément de métiers. Oui. Après, c'est plutôt une question de... C'est un peu comme à l'époque, quand je pense que les premières pelleteuses sont arrivées. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, les pelleteuses, ça va remplacer des ouvriers. Bon, bah, vous avez raison, rendez-leur la pioche et la pelle et laissez-les dans le trou. Non, à un moment, en fait, on est obligé d'aller avec l'évolution. J'ai bien compris. C'était De Gaulle qui disait, on peut trouver du charme, comment dirais-je, la lampe à huile et la marine à voile. Mais bon, effectivement, il y a un moment, il faut vivre aussi avec son temps. Il y a quelque chose d'important aussi dans ce que vous avez dit. Je reviens à l'idée de souveraineté. Et ça, c'est pour le coup même la souveraineté nationale. C'est que, les Américains ont utilisé le réseau SWIFT à des fins politiques. En coupant, par exemple, en essayant de prendre des sanctions contre la Russie, en coupant le réseau SWIFT, il se murmure beaucoup que la démission de Benoît XVI a été due aussi au fait que le réseau SWIFT avait été coupé pour le Vatican pour d'obscures raisons. Donc, à partir du moment où vous êtes avec Bitcoin, il n'y a plus de réseau SWIFT. Plus personne ne peut... La Russie. Et pas que ça. Il n'y a plus l'extraterritorialité. Je vais y arriver. L'extraterritorialité. Oh, purée. Il n'y a plus d'extraterritorialité. Il n'y a plus d'extraterritorialité. Oh là là, je suis fatigué. Non, bon, vous avez compris. Du dollar, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais une affaire en dollars avec un pays, les États-Unis peuvent dire, hey, tu as utilisé du dollar, tu es jugé sur le droit américain. C'est quand même quelque chose de fou. Oui. Parce qu'on utilise une monnaie qui est imposée, on peut être jugé aux États-Unis. Alors qu'avec le Bitcoin, non. Ah bah non, ça n'appartient à personne. Donc l'idée de demander à la Banque de France, par la loi, qu'elle mette 10% ou 5-10% de ses réserves en Bitcoin est une bonne idée. Totalement. Totalement. Est-ce qu'il y a un inconvénient? Non.
Il n'y a aucun inconvénient. Et le monde entier pour aller vérifier qu'on a bien... Exactement. Voilà, et pas que le monde entier, parce que si on va plus loin, qu'on met tout sur la blockchain, c'est-à-dire que l'intégralité des dépenses publiques serait complètement auditable. L'intégralité. L'inconvénient, peut-être, c'est que le Bitcoin évolue en montagne russe un peu. Donc, à un moment donné, on peut être là. Et l'or aussi. L'or aussi. Moins, quand même, l'or est moins volatile, mais le Bitcoin, par définition, deviendra de moins en moins volatile. Après, on peut perdre l'or est 30% de valeur, quoi. Je suis d'accord, mais par contre, si on regarde la courbe sur 15 ans, mais sur la longue compte durée, c'est bon. Le Bitcoin est quand même il monte sur une période de 15 ans. On est au début, c'est très jeune, Bitcoin. Oui, on a eu quand même une grande volatilité de l'or aussi, quand même. Oui, aussi, Moi, c'est marrant. Mais c'est plus, j'aime bien l'histoire les pentes sont moins raides, quoi. Le Bitcoin, c'est plus violent. Un jour, c'est une discussion avec mes parents, ou quand j'étais très jeune, j'avais, me rappelle, 10-12 ans, et mon père qui me disait à l'époque, il faut acheter de l'or, j'aurais dû acheter de l'or. Ou, ce qui est marrant, c'est que si à ce moment-là, même s'il considérait que l'or était cher, ce qu'il avait vraiment décidé que tous les mois, au lieu de garder de l'euro, il aurait conservé de l'or et acheté de l'or avec les euros restants, on va dire, de la fin du mois, aujourd'hui, la fortune serait beaucoup plus élevée. Et on vit exactement la même chose aujourd'hui avec Bitcoin. Ça fait 10 ans que je suis dans la crypto-monnaie, ça fait 10 ans que je vois des gens qui me disent, le Bitcoin, c'est trop cher. Et c'est les mêmes qui, quand ça descend, me disent, c'est une arnaque, ça ne marchera pas. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Puis je gagne, face tu perds. Dites-moi, on va arriver au bout de cet entretien. Il y a quand même des sujets dont on n'a pas encore tout à fait parlé. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est que Doge? Ah yes. Dogecoin est une blague. C'est une blague. Est une blague qui a été faite à l'époque pour montrer qu'on pouvait faire de l'argent avec n'importe quoi. 2013. En 2013, ouais, c'est une monnaie à tête de chien dont on ne devrait même pas parler, mais qui est valorisée à plusieurs milliards aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de dollars. Oui, c'est plusieurs milliards de capitalisation. C'est une grosse blague qui a très bien fonctionné, comme quoi les blagues les plus courtes ne sont pas forcément les meilleures, qui a été initiée par son fondateur à l'époque, qui n'a pas gardé de Dogecoin d'ailleurs, donc il ne s'est pas enrichi dessus. Mais la communauté étant très jeune et friand de blagues à l'époque, a adopté la blague et est devenue la blague originelle autour des crypto-monnaies. Donc Dogecoin n'a pas vraiment lieu dans le débat autour de Bitcoin. Mais c'est quoi par exemple par rapport à... C'est une monnaie, c'est comme Bitcoin? Non, c'est rien, c'est des pins Panini qui ont de la valeur, c'est du bulbe de tulipe. Voilà. Le bulbe, là vous faites référence à la crise des tulipes au XVIIe siècle aux Pays-Bas. C'est ça. Vous avez des connaissances. On achète une maison avec un bulbe de tulipe. Oui, vous avez des connaissanses effectivement sur l'histoire de la spéculation à travers les âges. Et je voulais dire aussi, vous aviez quelque chose à dire, non? Je voulais juste parler d'un truc qui est plus récent du coup dans l'histoire, qui est le Covid. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, je crois que 90% de la masse monétaire a été imprimée pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on a imprimé quasiment autant de dollars qu'il y en avait déjà avant pendant cette période. Et pareil pour l'euro. Et la question qu'on peut se poser, c'est, et on va tous répondre oui, je l'aurais pas fait, c'est est-ce que vous aurez, vous, imprimé pendant, si vous aviez eu le choix, est-ce que vous aurez imprimé autant? Tout le monde va dire non. Mais si demain, vous aviez eu le pouvoir de l'impression monétaire dans les mains, et qu'on vous dit, vous avez le choix de foutre en l'air 3 ou 4 générations sur de l'inflation, et d'imprimer, ou de ne pas imprimer et potentiellement avoir des millions de morts sur la conscience, et on vient chercher votre tête après, parce que vous ne savez pas encore la dangerosité vraiment du virus. Qu'est-ce que vous choisissez? Tout le monde imprime. Le problème, c'est pas qu'ils ont imprimé, c'est de laisser le pouvoir à quelqu'un d'imprimer. Il faudrait prendre cette manette, le coder en disant on est d'accord pour une inflation peut-être à 2% et on arrête de jouer de manière peu orthodoxe comme le fait la BCE aujourd'hui ou même les autres banques centrales, et de laisser faire, et avant de dire oui mais qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu que du Bitcoin et qu'il y aurait eu le Covid? Et ben là c'est la cigale et la fourmi. C'est-à-dire qu'il y a des États qui vont avoir mis de côté des réserves pour se protéger en cas de coup dur, et qui auraient tout de même envoyé les gens au travail, les plus résistants, les jeunes. Je pense que nous, il y a peu de chances qu'on allait mourir. Et d'autres États, effectivement, qui sont plutôt cigales, qui n'ont rien en réserve. Et là, oui, ça aurait été compliqué. Donc, est-ce que Bitcoin va remplacer toute la monnaie? Moi, en tout cas, idéologiquement, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'une monnaie souveraine par pays. Et on est donc d'accord avec le programme de l'UPR. Je ne connais pas le programme de l'UPR. Je vais leur donner mon programme de l'UPR. En tout cas, je pense que la souveraineté autant individuelle est importante,
mais qu'on doit trouver un bon équilibre entre le droit individuel et le droit collectif. Là où des peuples asiatiques sont plutôt sur le droit collectif et nous, on est plutôt sur le droit individuel. Pour clôturer notre débat, Donald Trump a lancé une meme coin, je crois, et puis après il y a eu aussi son épouse. Alors c'est quoi une meme coin? C'est globalement la même chose que ce que vous avez dit en amont avec ce Dogecoin. Avec le Doge, voilà. J'ai voulu que ça soit la tête de chien, c'est la tête d'un à différence que lui, il s'est enrichi quand même, et lui et ses proches. C'est-à-dire que, autrement dit, si ça n'avait pas été Trump, on aurait plus communément appelé ça une arnaque. Parce que c'est quoi au bout du compte? On achète quoi en fait? On achète ni plus ni moins que un jeton qui promue la liberté de Trump de dire je suis Trump et venez regarder. Mais il est un falsifié, il a les mêmes qualités que Bitcoin. Il a les mêmes qualités. Il a les mêmes qualités. Pas les mêmes qualités. Enfin, non. Ah, l'unicité par contre oui. L'unicité en effet. On peut pas faire de faux jetons Trump, du moins c'est-à-dire que si vous voulez envoyer des jetons Trump, il va falloir en effet détenir ces fameux jetons Trump avant de les envoyer parce qu'ils sont hébergés sur la blockchain. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a de moins que le Bitcoin finalement? Déjà, 80% de tous les jetons de Trump sont détenus par Trump. Ça, c'est déjà la première chose. C'est-à-dire que, à la différence de Bitcoin, personne n'a eu de jetons pré-mintés sur Bitcoin. Si vous vouliez vos Bitcoins, il fallait aller dans la mine, brancher votre petite machine et participer au réseau pour obtenir vos Bitcoins. Mais là, par exemple, il n'y a pas de minage de... Non. Non, il y a pas de minage. Là, ça fonctionne comment alors? C'est une autre preuve. En fait, c'est une autre preuve de travail. Enfin, c'est de la preuve d'enjeu. Alors, c'est hébergé sur quel? Non, c'est hébergé sur Solana. Sur Solana. C'est justement un smart contract qui dit on va imprimer des jetons, on va déterminer la quantité globale qu'il va y avoir de jetons à l'avance. Ah d'accord. Et on les imprime tous d'un coup. On en distribue une certaine partie à des investisseurs privés qui sont venus et qui nous ont aidés pour développer le projet. Ensuite, une partie est réservée pour de la trésorerie pour apporter de la liquidité sur des plateformes en ligne pour permettre à des gens de venir échanger leur crypto-monnaie contre ce fameux jeton, le Trump Coin. En fait, c'est exactement la même chose que les médailles de l'UPR. Je fais des médailles qui sont frappées à la Monnaie de Paris et qui sont numérotées et le nombre est limité. Et voilà, donc c'est ça en fait. Pareil. C'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de spéculation sur la médaille. Oh, alors d'un coup, la médaille peut monter. Ah oui. Trompez-vous parce que dans 50 ans, chez Christie's ou chez Sotheby's, les médailles de l'UPR avec non, ça vaudra beaucoup d'argent. Surtout que j'aurais été président de la République depuis lors. On a renversé l'histoire de France. Vous verrez tout ça. Bon, écoutez, donc si je vous comprends bien et pour résumer, finalement, vous êtes quand même assez convaincant, je dois l'avouer. Et je pense que ça a plu à nos auditeurs. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire en conclusion, un message à faire passer? Le message que j'ai envie de dire, c'est creuser, continuer à creuser. C'est-à-dire, si ça vous a plu, si ça a égayé... Dig, baby, dig. Ouais, exactement. C'est-à-dire, si ça a éveillé votre curiosité aux gens qui nous ont écoutés, achetez-en un tout petit peu, 50 €, 100 €, regardez comment ça fonctionne, essayez de comprendre la monnaie pour comprendre déjà Bitcoin, parce qu'une fois qu'on a compris l'antithèse de Bitcoin, la thèse de Bitcoin devient très facile, parce que si on ne comprend pas son utilité, ça ne sert à rien d'y aller. Je pense que l'éducation, c'est ça qui fait la force. Aujourd'hui, il faut s'éduquer avant de pouvoir en acheter. Et après, il y a des façons de s'exposer sur un marché. C'est pas du all-in. On n'est pas au casino. C'est tout sur le rouge ou tout sur le noir. Si vous voulez investir, je sais pas, 5 000 € ou 10 000 €, splittez votre achat, coupez-le. Faites des petites tranches et venez faire des achats mensuels pour répartir votre exposition. De temps en temps, vous allez peut-être en acheter à 100 000. De temps en temps, vous allez en acheter à 80 000. Il n'y a pas de solution parfaite. On n'est pas au casino, il faut pas écouter le copain qui vous a dit telle nouvelle crypto-monnaie qui vient d'arriver va faire x100 et du coup vous allez mettre toutes vos économies à l'intérieur. Ça, vous ne croyez pas au x100 sur les nouvelles crypto-monnaies? Je pense que le x100 existe, mais c'est la même façon. Il faut s'y connaître, il faut travailler dans le secteur, il faut aussi avoir de la chance. Il y a un moment, il faut être au bon endroit au bon moment. C'est toujours de la chance. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'aujourd'hui Bitcoin, ça a été le premier. Il était là il y a 15 ans, mais la seule chose qu'on est sûr dans toutes ces crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, c'est qu'il sera encore là dans 100 ans. C'est le plus résilient. C'est le plus résilient. C'est pas forcément parce que les autres, elles ont pas non plus les limites de 21 millions, etc. Non, elles ont été codées différemment. C'est les entreprises qui sont derrière. Ce n'est pas du tout la même preuve de travail forcément avec des machines derrière. C'est beaucoup des entreprises derrière. Donc, ce qui veut dire aussi censurable. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une entreprise française
si le gouvernement lui dit A, elle va faire A. Elle va pas dire ah non, nous on le fait pas, on est des rebelles, parce que le rebelle il se fait tout fermer. Là où Bitcoin est inarrêtable aujourd'hui. Oui, c'est la créature qui a échappé à son maître complètement. Dont on ignore l'existence. Il pourrait revenir, ça ne changerait rien. Ça c'est quand même très très impressionnant. Ça. Si on le décongèle, ça change rien. Non. Alors il va bouger peut-être ses bitcoins et le marché va réagir parce qu'il a beaucoup de bitcoins quand même. Mais c'est tout. Le Bitcoin, il ne peut plus. Effectivement, l'analogie était parfaite. Alors moi, j'en tire comme conclusion, pour notre mouvement politique, on va quand même réfléchir, mais je suis d'avis d'ajouter à notre programme 2 choses essentielles. La première, c'est l'inscription constitutionnelle sur le modèle de ce que veulent faire nos amis suisses, hongrois et autrichiens, par exemple, d'avoir la constitutionnalisation de l'idée que le peuple français doit pouvoir conserver une monnaie fiduciaire sous forme de pièces et espèces, parce que pour que les gens ne puissent pas être contraints d'avouer à tout moment ce qu'ils font de leur argent. J'ai vu d'ailleurs quand il y a une tendance même depuis quelques années à limiter de plus en plus le montant maximum avec lequel on peut avoir le pouvoir libératoire de la monnaie fiduciaire. En France, on ne peut plus payer avec de l'argent liquide au-dessus de 1000 €. C'était la même chose en Italie. J'ai vu que le gouvernement de Madame Meloni a fait passer de 1000 à 5000 € d'ailleurs pour redonner un petit peu de marge de manœuvre. Donc moi, je pense que ça, c'est un véritable problème de liberté publique, fondamentalement. Donc ça, je pense qu'il faudra l'inscrire dans la Constitution. Et puis la deuxième chose, et là, je m'avais assez convaincu, c'est un problème à la limite de souveraineté nationale, de garantie. C'est de prévoir que la Banque de France, dans les réserves nationales de la Banque de France, on ait justement un montant à définir, mais qui pourrait être dans un premier temps de 5 à 10% par rapport à l'or. Donc on garderait 90% d'or, ou plus exactement, on garderait tout l'or qu'on a déjà et que malheureusement Sarkozy a largement écorné. On garderait ce montant d'or et on y ajouterait quand même un plus, c'est-à-dire du Bitcoin, qui pour garantir la solvabilité de la Banque de France à horizon de 2130. Et peut-être qu'un jour, sur les billets, on aura écrit échangeable contre temps et temps de Satoshi ou de Satoshi. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a intéressé. Vous trouverez en bas de notre vidéo, vous trouverez les coordonnées à la fois de Marvin et de Florent si vous voulez les contacter directement. Ils sont là pour vous répondre. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis alors, vive le Bitcoin, vive l'UPR et vive la France. Merci bien. Merci.